Cette nuit, je vais te poser une question, une seule, et je te préviens dès maintenant, tu ne pourras pas y répondre. Pas tout à fait. Pas comme on répond aux questions ordinaires, par oui ou par non, avec une preuve au bout. C'est une question qui va rester ouverte sous toi, comme une trappe sans fond, et pourtant je ne veux pas qu'elle t'inquiète. Je veux te la confier avec beaucoup de précaution, la déposer près de toi comme on pose un objet fragile, et t'accompagner tout au long de la nuit tandis qu'elle fera son travail lent en toi. La voici, cette question, aussi simple qu'un caillou et aussi vaste qu'un gouffre. Comment sais-tu que tu n'es pas né il y a 3 secondes? Comment sais-tu que ton passé tout entier, ton enfance, tes amours, tes souvenirs, ce que tu crois avoir vécu jusqu'à cet instant précis, n'a pas surgi d'un coup, tout fait, dans une conscience apparue par hasard, il y a à peine le temps d'un souffle? Tu vas me répondre, bien sûr, que c'est absurde. Tu te souviens de tant de choses. Tu te souviens de ce que tu as mangé, du visage de ceux que tu aimes, du son d'une voix, de la couleur d'un matin d'été très ancien. Tu portes en toi des années, des dizaines d'années, une longue chaîne d'instants reliés les uns aux autres, dont chacun a laissé sa trace. Comment tout cela pourrait-il n'être qu'une illusion, une mémoire fabriquée en un clin d'œil, sans qu'aucun de ces moments n'ait jamais eu lieu? Et pourtant, arrête-toi un instant sur ceci, dans le calme de cette nuit. Tout ce que tu appelles ton passé, tu ne le possèdes que sous la forme de souvenirs présents. Tu n'as pas accès à hier. Tu n'as accès qu'à la trace que hier a laissée en toi, maintenant, dans l'instant où tu m'écoutes. Ta mémoire n'est pas une fenêtre ouverte sur le passé. C'est un état de ton cerveau, ici, à cette seconde. Et un état, aussi riche soit-il, ne porte pas en lui la preuve de sa propre origine. Imagine un livre que tu ouvrirais au milieu. Les premières pages parlent d'événements passés, elles décrivent une histoire déjà commencée, un héros qui a vécu bien des choses avant le chapitre où tu entres. Mais le livre, lui, tu le tiens tout entier dans tes mains, ici, en cet instant. Rien, dans le papier, dans l'encre, dans les mots, ne te dit si cette histoire s'est vraiment déroulée quelque part, ou si l'auteur l'a simplement écrite hier après-midi, en inventant de toutes pièces un passé pour son personnage. Le livre contient le récit d'un passé, mais il n'est pas ce passé. Il pourrait avoir été écrit à l'instant, avec toutes ces pages jaunies, toutes ces références à des événements antérieurs, et tu n'aurais aucun moyen, en le lisant, de distinguer un livre ancien d'un livre écrit de la veille pour ressembler à un livre ancien. Ta mémoire, cette nuit, est ce livre. Elle raconte un passé, mais elle est, elle-même, un objet du présent. Et tu connais déjà, sans le savoir, une expérience toute proche de ce vertige, une expérience que tu fais presque chaque nuit. Songe au rêve. Quand tu rêves, un monde entier se déploie autour de toi, avec ses lieux, ses visages, ses événements, et bien souvent une histoire déjà commencée, comme si tu arrivais au milieu d'une vie qui aurait un passé. Dans le rêve, tu ne t'étonnes de rien, tu acceptes ce monde comme réel, tu crois te souvenir de choses qui, en vérité, n'ont jamais eu lieu, tu tiens pour vrai un passé que ton esprit vient d'inventer à l'instant, sans t'en apercevoir. Et ce n'est qu'au réveil, parfois, que tu comprends, un peu étourdi, que rien de tout cela n'était vrai, que ce passé si présent n'avait aucune racine, qu'il était né avec le rêve et mourait avec lui. Le rêve te prouve, chaque nuit, qu'un esprit peut fabriquer de toutes pièces un monde et un passé, et croire tout à fait le temps que cela dure. Alors la question du philosophe, et bientôt celle du physicien, ne fait que pousser cette expérience familière jusqu'à son extrémité. Et si l'éveil lui-même n'était qu'un rêve un peu plus stable, un rêve dont on ne se réveille pas? Ce qui donne à ce vertige sa force, c'est que la science elle-même nous apprend combien la mémoire est une chose du présent, matérielle, inscrite dans la chair. Tes souvenirs ne sont pas rangés quelque part dans le passé, comme des objets dans un grenier où tu irais les reprendre. Ils sont là, maintenant, sous la forme de liens entre tes neurones, de traces physiques gravées dans la matière de ton cerveau, un réseau de connexions tissé avec patience au fil des ans. Quand tu te souviens d'un visage, ce n'est pas que tu voyages en arrière, c'est qu'un certain motif s'active en toi, ici, à cette seconde, une figure dessinée dans ta chair vivante. Et c'est justement ce qui rend l'expérience de pensée si mordante. Car si le souvenir est un état présent de la matière, alors rien interdit, en principe, qu'un tel état apparaisse tout fait, sans avoir été construit par une vraie vie. Ce que la nature met des années à graver en toi, par l'expérience et la répétition, pourrait, en théorie, surgir d'un coup,
par un hasard prodigieux, dans un amas de matière qui n'aurait jamais rien vécu. Le faux souvenir n'est pas une idée creuse de conteur. C'est la conséquence logique de ce que la science nous dit de la mémoire elle-même. Cette pensée n'est pas neuve. Des philosophes s'en sont emparés il y a bien longtemps, bien avant qu'aucun physicien ne s'en mêle. Ils imaginaient un monde créé il y a 5 minutes, avec tous ses habitants déjà pourvus de souvenirs, toutes ces montagnes déjà creusées, tous ces arbres déjà porteurs de leurs anneaux de croissance, comme si le monde entier n'était qu'un décor dressé d'un coup, avec un faux passé peint sur toutes ses surfaces. Et ils reconnaissaient, un peu gênés, qu'aucune observation ne pouvait réfuter une telle idée. Car tout ce qui, dans le présent, semble témoigner du passé, une ride sur un visage, une ruine, un fossile, un souvenir, pourrait tout aussi bien avoir été créé tel quel, ridé, ruiné, fossilisé, remémoré, à l'instant même. C'était, pour eux, un jeu de l'esprit, une énigme sans conséquence, qu'on écartait d'un haussement d'épaule avant de retourner aux choses sérieuses. Mais voici l'étrange, au XXe siècle, cette vieille énigme de philosophe est revenue frapper à la porte de la physique. Et cette fois, elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue armée d'un calcul, d'une probabilité, d'un raisonnement rigoureux qui donne le vertige. Et pour comprendre comment, il nous faut remonter à un homme, à un savant qui vécut il y a plus d'un siècle, et qui passa sa vie à réfléchir non pas à la mémoire ni à l'illusion, mais à quelque chose qui semble bien plus modeste, le désordre. Cet homme s'appelait Ludwig Boltzmann. Il naquit en 1844, à Vienne, et il fut l'un des plus grands physiciens de son temps, l'un de ceux qui ont bâti ce que nous appelons aujourd'hui la physique statistique. C'était un esprit d'une puissance rare, tourmenté aussi, capable des plus hautes envolées comme des plus sombres découragements. Il consacra l'essentiel de sa vie à une question qui paraît simple mais qui cache des abîmes. Pourquoi le temps a-t-il un sens? Pourquoi les choses vont-elles toujours dans une direction et jamais dans l'autre? Pourquoi une tasse qui se brise ne se recolle-t-elle jamais toute seule? Pourquoi la chaleur passe-t-elle du chaud vers le froid, et jamais l'inverse? Pourquoi une goutte d'encre versée dans l'eau claire s'y disperse en un nuage grisâtre, sans que jamais, au grand jamais, ce nuage ne se rassemble à nouveau en une goutte bien nette? Il y a là quelque chose de si familier que nous n'y prêtons plus attention. Et pourtant, c'est l'une des énigmes les plus profondes de toute la physique. Car voici ce qui déroute. Les lois qui gouvernent les atomes, les particules, les rouages intimes de la matière, ne font aucune différence entre le passé et l'avenir. Elles fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Si tu filmais la rencontre de deux particules, leur choc, leur rebond, et que tu passais le film à l'envers, tu verrais une scène tout aussi possible, tout aussi conforme aux lois de la nature. À l'échelle des atomes, le temps n'a pas de direction privilégiée. Il pourrait couler dans un sens comme dans l'autre sans que rien ne s'y oppose. Et pourtant, à notre échelle, à l'échelle des tasses et des gouttes d'encre et des êtres vivants, le temps a une direction, une seule, implacable, qu'on ne remonte jamais. D'où vient cette flèche? Comment le temps, qui n'a pas de sens tout en bas, dans le monde des particules, peut-il en avoir un si net tout en haut, dans le monde où nous vivons? Ce fut la grande affaire de la vie de Boltzmann, et sa réponse compte parmi les plus belles idées que l'esprit humain ait jamais conçues. Sa réponse tient dans un mot un peu rude, un peu savant, mais dont je vais te faire ressentir toute la douceur, l'entropie. Ne te laisse pas effrayer par ce mot. Il désigne quelque chose de très simple. L'entropie, c'est une mesure du désordre, une façon de compter à quel point les choses sont mélangées, dispersées, banales, par opposition à ce qui est ordonné, rangé, rare, particulier. Et Boltzmann eut cette intuition géniale. Le désordre, presque toujours, l'emporte, non par une loi mystérieuse, mais par une simple affaire de nombre. Laisse-moi te le faire ressentir avec une image que tu connais bien, celle d'un jeu de cartes. Prends un jeu de cartes tout neuf, sorti de sa boîte, rangé dans l'ordre parfait, chaque couleur à sa place, chaque valeur qui suit la précédente. C'est un état ordonné, rare, précieux. Maintenant, bats les cartes, encore et encore. Que se passe-t-il? L'ordre se défait. Et jamais, en battant les cartes, tu ne les verras revenir d'elles-mêmes à leur ordre initial. Pourquoi? Pas parce qu'une loi l'interdit, mais simplement parce qu'il n'existe qu'une seule façon d'être tout à fait rangé, tandis qu'il existe un nombre effarant de façons d'être mélangé. Voilà toute l'idée, et elle est d'une beauté limpide.
Les états ordonnés sont rares, il y en a très peu. Les états désordonnés sont innombrables, il y en a une multitude vertigineuse. Alors, quand une chose se transforme au hasard, quand les atomes s'agitent et se bousculent sans plan ni intention, elle a une chance écrasante de tomber dans l'un des innombrables états désordonnés, et une chance dérisoire de retomber par accident dans l'un des rares états ordonnés. Ce n'est pas que le désordre soit préféré, c'est qu'il est plus nombreux, tout simplement. Le temps semble avancer vers le désordre pour la même raison qu'une bille lâchée sur une pente roule vers le bas, non par volonté, mais parce que le bas est plus vaste que le haut, parce qu'il y a plus de place en bas. L'encre se disperse parce qu'il y a des milliards de façons d'être dispersée, et une seule d'être une goutte nette. La chaleur s'égalise parce qu'il y a d'innombrables façons d'être mélangée et tiède, et très peu d'être séparée en chaud d'un côté et froid de l'autre. Le temps, à notre échelle, a un sens parce que le désordre est plus probable que l'ordre. Voilà ce que Boltzmann a compris, et voilà ce que dit cette loi qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Dans un système laissé à lui-même, l'entropie, le désordre, ne peut que croître. C'est un astronome anglais, du nom d'Eddington, qui plus tard donnera à cette montée irrésistible du désordre le beau nom de flèche du temps. Pour que cette idée s'enracine bien en toi, laisse-moi la promener à travers quelques scènes que tu connais. Songe à une goutte de parfum qu'on laisse s'ouvrir dans une pièce. D'abord elle est là, concentrée, ramassée en un seul point, et son odeur ne se sent qu'auprès du flacon. Puis les molécules, agitées, se dispersent, gagnent l'air de la chambre, se répandent dans tous les recoins, jusqu'à ce que le parfum emplisse la pièce entière d'une présence égale et diffuse. Jamais, au grand jamais, tu ne verras l'inverse. Jamais un parfum répandu dans toute une pièce ne se rassemblera de lui-même dans son flacon. Pourquoi? Toujours pour la même raison, il existe une multitude effarante de façons pour les molécules d'être éparpillées dans toute la pièce, et une seule, ou presque, de les voir toutes revenir se blottir au même endroit. Songe encore à une tasse de thé brûlant qu'on oublie sur une table. Elle tiédit, elle refroidit, sa chaleur s'en va se perdre dans l'air de la pièce, et jamais elle ne se réchauffe d'elle-même en puisant la chaleur alentour. Songe à un château de sable que la marée efface. Le désordre des grains dispersés est sans nombre, l'ordre du château est unique et fragile. Partout, toujours, c'est la même histoire, la même pente, la même flèche. Le nombre écrasant du désordre l'emporte sur la rareté précieuse de l'ordre. Avant d'aller plus loin, il faut que je te raconte les deux grandes objections qui, du vivant même de Boltzmann, vinrent frapper sa belle idée, car ce sont elles, en un sens, qui l'ont poussé, presque malgré lui, vers le vertige où nous nous rendons cette nuit. La première lui fut adressée par un compatriote, un savant du nom de Le Schmitt, et elle était redoutable. Le Schmitt fit remarquer ceci. Si les lois qui gouvernent les atomes ne font aucune différence entre le passé et l'avenir, si elles fonctionnent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, alors pour chaque évolution qui mène du rangé vers le mélangé, il en existe une autre, tout aussi permise, tout aussi conforme aux lois, qui remonterait du mélangé vers le rangé. Comment, dès lors, tirer d'une mécanique tout à fait réversible cette flèche du temps qui, elle, ne se remonte jamais? Comment faire sortir de l'irréversible d'un monde qui, tout au fond, est réversible? La question était juste, et elle mordait au cœur même du raisonnement de Boltzmann. La réponse de Boltzmann à cette objection est l'une des plus profondes qu'il ait jamais données, et elle change tout à la nature de sa loi. La deuxième loi, admis-il, n'est pas une loi absolue, gravée dans le marbre, qui interdirait le désordre de décroître. C'est une loi de probabilité. Le désordre n'augmente pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il est bien plus probable qu'il augmente, dans des proportions écrasantes. Il n'est pas impossible qu'une tasse froide se réchauffe d'elle-même, qu'un parfum revienne dans son flacon, que les cartes battues retombent en ordre parfait. C'est seulement si improbable que cela n'arrive jamais, ou presque jamais, à notre échelle et dans nos vies. Boltzmann arracha ainsi la flèche du temps au royaume des certitudes pour la loger dans celui des probabilités. Et ce déplacement, cet aveu que l'ordre pourrait, par un hasard prodigieux, ressurgir du désordre, c'est exactement la porte par laquelle, un siècle plus tard, le cerveau de Boltzmann allait se glisser. Car si l'ordre peut renaître du désordre par accident, alors la question devient, quel genre d'ordre et avec quelle probabilité? La seconde objection vint d'un autre savant, nommé Zermelo, et il s'appuyait sur un théorème démontré par le grand mathématicien Poincaré.
Ce théorème disait une chose stupéfiante. Un système fermé, laissé à lui-même assez longtemps, finit toujours par repasser très près de son état de départ. Attends assez longtemps, et le parfum reviendra dans son flacon, les cartes se rangeront, la tasse se réchauffera, car toute configuration finit par se répéter. Mais alors, objectait Tsermello, l'entropie ne peut pas croître pour toujours. Elle doit, un jour, à coup sûr redescendre. La flèche du temps n'est donc pas éternelle. Boltzmann répondit que ce théorème était vrai, mais que le temps qu'il faudrait attendre pour voir un tel retour était d'une longueur si prodigieuse, si démesurée au-delà de l'âge de l'univers, qu'il n'avait aucune importance pour nous. Et là encore, sans le vouloir tout à fait, il ouvrait la porte au vertige. Car il admettait que oui, dans une durée assez vaste, dans une éternité, les états ordonnés reviennent, les fluctuations arrivent, l'improbable se produit. Il ne restait plus qu'un pas à faire, un pas qu'il fit lui-même. Et si notre univers ordonné n'était que l'un de ces retours, l'une de ces fluctuations rares surgit au fil d'une éternité de désordre? Mais cette réponse magnifique, à peine posée, ouvre aussitôt un abîme sous les pieds de celui qui la médite. Car si le désordre est toujours plus probable que l'ordre, si le temps ne fait que défaire ce qui était rangé, alors il faut bien qu'il y ait eu, au commencement, un ordre à défaire. Il faut que le passé ait été plus ordonné que le présent, et le présent plus ordonné que l'avenir. Il faut, en remontant le temps, arriver à un état d'ordre extrême, d'une rareté inouïe, d'une entropie d'une bassesse extrême. Et c'est bien ce que nous trouvons, quand nous regardons le passé de l'univers. Plus nous remontons, plus le cosmos était ordonné, concentré, régulier, jusqu'à ce commencement brûlant que nous appelons le grand début, où tout était rassemblé dans un état d'une simplicité et d'une rareté stupéfiante. Voilà la vraie source de la flèche du temps, non pas une loi qui pousserait le temps en avant, mais un passé d'un ordre anormal, un commencement d'une improbabilité extrême, dont nous descendons tous, comme une bille dévale la pente depuis le sommet où quelqu'un l'a posée. Et c'est ici que Boltzmann, en homme honnête, se heurta à la question qui allait le hanter. Mais pourquoi? Pourquoi le commencement était-il si ordonné? Pourquoi l'univers est-il parti d'un état aussi rare, aussi improbable, alors que tout, dans sa physique, dit que le désordre devrait toujours l'emporter? C'est pour répondre à cette énigme que Boltzmann, vers la fin de sa vie, avança une hypothèse audacieuse, presque folle, et c'est de cette hypothèse que va naître, bien plus tard, notre vertige de cette nuit. Il se dit, et si l'univers, dans son ensemble, dans sa totalité immense et peut-être éternelle, était en réalité un océan de désordre, un vaste équilibre tiède et uniforme, sans forme ni structure, où l'entropie aurait déjà atteint son maximum depuis toujours. Dans un tel océan, rien ne se passe, rien ne vit, rien ne pense, car il n'y a plus d'ordre à consommer, plus de pente à descendre, plus de flèches du temps. Ce serait un désert parfait, une soupe uniforme et morte, étendue sans limite dans l'espace et dans la durée. Mais, ajouta Boltzmann, même dans un tel désert, même à l'équilibre le plus mort, le hasard ne dort jamais tout à fait. Les atomes continuent de s'agiter, de se bousculer, et de temps à autre, par pur accident, par une coïncidence d'une rareté prodigieuse, il peut arriver qu'une petite région, ici ou là, se retrouve un instant ordonnée. Une fluctuation, un sursaut d'ordre né du désordre, comme, à la surface d'un étang tout à fait plat, une vague se formerait soudain toute seule, sans vent, par le seul jeu du hasard des molécules. Ces fluctuations, dans un océan éternel, seraient d'une rareté extrême, mais dans une éternité, même l'événement le plus rare finit par arriver, et même par arriver une infinité de fois. Alors, disait Boltzmann, nous serions, nous, les habitants de l'une de ces fluctuations. Notre univers ordonné, avec ses galaxies, ses étoiles, sa flèche du temps bien nette, ne serait qu'une bulle d'ordre passager, une vague de rareté surgie par accident au sein de l'océan mort, et vouée à retomber un jour dans le désordre dont elle est née. Et si nous nous trouvons justement dans une telle bulle d'ordre, plutôt que dans le désert uniforme qui l'entoure, ce ne serait pas par miracle ni par privilège, mais pour une raison toute simple, parce que la vie, la pensée, l'observation, ne sont possibles que là où il y a de l'ordre, là où il y a une flèche du temps, là où il y a une pente à descendre. Le désert mort ne peut abriter aucun observateur. Seule une fluctuation ordonnée le peut. Donc, partout où quelqu'un se demande pourquoi mon univers est-il ordonné,
c'est toujours à l'intérieur d'une fluctuation qu'il se le demande. Le désordre est la règle, l'ordre est l'exception, et nous ne pouvons exister que dans l'exception. Arrête-toi un instant sur la beauté étrange de ce renversement, car il a de quoi séduire l'esprit. D'ordinaire, on trouve troublant que notre univers soit si ordonné, si improbable, et l'on cherche une cause à cet ordre, comme on chercherait la main qui a rangé une chambre. Mais l'idée de Boltzmann propose de retourner la question. Ce n'est pas l'univers qui est ordonné d'étranges façons, dit-elle. C'est nous qui ne pouvons apparaître que dans les rares recoins ordonnés d'un cosmos par ailleurs livré au désordre. Un poisson ne s'étonne pas de vivre dans l'eau, car s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de poisson pour s'en étonner. De même, nous ne devrions pas nous étonner de vivre dans une poche d'ordre, car sans cette poche d'ordre, il n'y aurait personne pour s'étonner de quoi que ce soit. L'ordre autour de nous ne serait donc pas un miracle à expliquer, mais une condition nécessaire à notre simple présence, un décor sans lequel aucun spectateur n'existerait. C'est un raisonnement d'une grande finesse, et pendant un temps, on aurait pu croire qu'il réglait la question pour de bon. C'est justement en le poussant plus loin, en lui demandant mais quelle poche d'ordre au juste et de quelle taille, qu'on va le voir se retourner contre lui-même et engendrer le monstre. Il faut que tu saches, pour bien comprendre l'homme qui osa cette pensée, dans quelle solitude il avait conçu. Boltzmann avait bâti toute sa physique sur l'existence des atomes, ces grains minuscules dont il supposait la matière faite. Or, de son temps, bien des savants d'autorité niaient tout bonnement que les atomes existent. Ils y voyaient une commodité de calcul, une fiction utile, mais rien de réel, rien qu'on pût dire vraiment présent dans le monde. Des esprits puissants, comme Mach, comme Ostwald, tenaient tête à Boltzmann et refusaient d'accorder aux atomes la moindre réalité. Toute sa vie, il dut défendre ces grains invisibles auxquels personne, ou presque, ne voulait croire, et sur lesquels reposait pourtant tout son édifice, toute son explication du désordre et du temps. On imagine la fatigue, l'amertume peut-être, d'un homme qui voit juste et que son époque n'écoute pas encore. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il avait raison sur toute la ligne. Quelques années après sa mort, les atomes furent enfin prouvés, bien réels, et sa physique statistique devint l'un des piliers de toute la science moderne. Mais lui ne vécut pas assez pour recevoir cette justice. C'était une idée d'une grande beauté et d'une grande ruse. Elle expliquait l'ordre improbable de notre monde sans avoir à invoquer un commencement privilégié, en le rendant au contraire attendu, presque banal, du point de vue des seuls êtres capables de poser la question. Boltzmann mourut en 1906, en Italie, où il était parti chercher un peu de repos, et il mit fin à ses jours pour des raisons que nul ne connaît tout à fait, emportant avec lui ses tourments et ses éclairs de génie. Il ne sut jamais que son idée de fluctuation, cette hypothèse presque désespérée pour sauver la flèche du temps, portait en elle un poison, une conséquence si dérangeante qu'elle allait, un siècle plus tard, revenir hanter les nuits des cosmologistes. Car son raisonnement, quand on le pousse jusqu'au bout, quand on le suit sans faiblir jusqu'à sa dernière marche, ne mène pas où il croyait. Il mène ailleurs, dans un endroit bien plus étrange, bien plus vertigineux, et c'est là que nous allons maintenant descendre ensemble, avec précaution. Reprenons le fil, en douceur. Boltzmann dit, « Nous sommes une fluctuation, un sursaut d'ordre dans l'océan du désordre. » Admittance. Mais posons-nous alors la question que lui-même n'a pas tout à fait osé regarder en face. Toutes les fluctuations ne sont pas égales. Certaines sont petites, une simple région de gaz un peu plus tassée que la moyenne. D'autres sont grandes, une planète entière apparue par hasard. D'autres, plus grandes encore. Une galaxie, un univers tout entier surgit du néant, avec ses milliards d'étoiles ordonnées. Et voici la règle des reins, la règle que Boltzmann lui-même avait établie, celle qui gouverne la probabilité de ces sursauts. Plus une fluctuation est grande, plus elle est ordonnée, plus elle est rare. Et pas seulement un peu plus rare dans des proportions qui écrasent l'esprit. La probabilité s'effondre à une vitesse foudroyante à mesure que l'ordre demandé augmente. Une fluctuation 2 fois plus ordonnée n'est pas 2 fois plus rare. Elle est plus rare dans des proportions qui dépassent tout ce que l'esprit peut concevoir. L'ordre coûte cher, très cher, et chaque miette d'ordre supplémentaire multiplie l'improbabilité par des nombres gigantesques. Alors suivons ce raisonnement, marche après marche, jusqu'où il nous mène. Si nous sommes le fruit d'une fluctuation, laquelle est la plus probable? Une fluctuation gigantesque,
produisant d'un coup tout un univers ordonné, des milliards de galaxies, 14 milliards d'années d'histoire cosmique, une Terre, une biologie, et toi couché dans ton lit? Ou bien une fluctuation minuscule, la plus petite possible, ne produisant rien que ce qui est nécessaire pour qu'un observateur existe et pense, à cet instant précis, et rien de plus? La règle de Boltzmann est sans appel. La petite fluctuation, la plus économe, est plus probable que la grande dans des proportions sans fin. Car la grande gaspille de l'ordre à profusion, en crée des quantités folles dont l'observateur n'a nul besoin pour exister à cet instant, et chaque parcelle de cet ordre superflu la rend plus improbable encore. La nature, si elle procède par fluctuation, est avare. Elle produit le strict minimum bien plus souvent qu'elle ne produit le luxe. Et le strict minimum, pour qu'un observateur existe et se pose des questions, ce n'est pas un univers. Ce n'est même pas une planète, ni un corps. Le strict minimum, c'est un cerveau. Un seul cerveau, apparu par hasard, dans le vide, doté juste des états qu'il faut pour se croire vivant, pensant, et pourvu de souvenirs. Voilà le raisonnement dans toute sa froide rigueur, et voilà l'être étrange auquel il donne naissance, cet être que des physiciens modernes ont fini par nommer, non sans une pointe d'humour noir, le cerveau de Boltzmann. Comprends-moi bien, Boltzmann lui-même n'a jamais parlé de cela. Il n'a jamais imaginé de cerveau flottant dans le vide. Ce nom lui a été donné bien après sa mort, au début de notre siècle, par des cosmologistes qui ont repris son idée de fluctuation et l'ont poussée, en toute honnêteté logique, jusqu'à son absurde extrémité. Des physiciens comme Andreas Albrecht, comme Sean Carroll, et d'autres avec eux, ont mis ce paradoxe en pleine lumière, non pour nous effrayer, mais parce qu'ils y ont vu un outil, une sonde pour éprouver la santé de nos théories du cosmos. Nous verrons tout à l'heure comment. Mais avant, il faut que tu ressentes le vertige dans toute son ampleur, car c'est en le ressentant tout à fait que tu comprendras pourquoi il compte. Alors laisse-moi te peindre ce que serait un cerveau de Boltzmann, cette créature du hasard pur. Imagine la scène. Dans l'océan mort de l'équilibre, dans le désert tiède et uniforme qui s'étend sans limite, les atomes s'agitent au hasard depuis toujours. Et voici qu'à un endroit, par une coïncidence d'une rareté sans nom, ils se rassemblent, l'espace d'un instant, dans la configuration exacte d'un cerveau. Pas un cerveau qui aurait grandi, qui serait né d'un corps, qui aurait appris et vécu. Rien de tel. Un cerveau surgit tout fait, d'un seul coup, avec tous ses neurones à leur place, toutes ses connexions établies, et surtout, avec un état intérieur précis, celui d'une conscience en plein éveil, en train de percevoir, de ressentir, de se souvenir. Ce cerveau flotte dans le vide, il n'a ni œil ni corps, mais il n'en a pas besoin. Ses états internes sont exactement ceux d'un esprit qui croit voir une chambre, sentir le poids d'un corps, entendre une voix douce dans la nuit. Il croit avoir un passé, car il possède, gravé dans sa matière, des souvenirs entiers, une enfance, des visages, des années. Mais rien de tout cela n'a eu lieu. Il est apparu il y a un instant, avec ses faux souvenirs déjà en place, et dans un instant, faute d'un corps pour l'entretenir, faute d'un monde pour le nourrir, il se défera, il retombera dans le désordre d'où il est né, sans jamais avoir vécu une seule des choses dont il croyait se souvenir. Prends le temps de laisser cette scène se déployer en toi, car elle a une étrangeté qu'il faut goûter avant de la dépasser. Ce cerveau, pendant la fraction d'instant où il existe, se croit tout à fait vivant. Il croit voir une chambre, sentir un drap, entendre une voix douce. Il croit se souvenir d'un matin d'enfance, d'un premier amour, d'un chagrin ancien. Toute une vie lui semble présente, dense, réelle, aussi vive que la tienne te semble en cet instant. Et rien de tout cela n'existe ni n'a jamais existé. Il n'y a pas de chambre, pas de drap, pas de voix, pas d'enfance, pas d'amour. Il n'y a qu'un amas de matière un instant ordonné, flottant dans un vide sans bornes, et qui, l'espace d'un souffle, rêve un monde entier avant de se défaire. C'est une pensée d'une tristesse et d'une beauté vertigineuse, une conscience complète, avec tout un passé, toute une tendresse, tout un chagrin, et pas un seul de ces instants qui aurait jamais eu lieu. Un rêve sans rêveur qui l'aurait précédé, une histoire sans personne qui l'aurait vécue. Et maintenant, le coup de grâce, la lame froide du raisonnement. Un tel cerveau, apparu seul, avec juste ce qu'il faut d'ordre pour penser un instant, est une fluctuation minuscule au regard de tout un univers.
Il demande bien moins d'ordre qu'une galaxie, bien moins qu'une planète, bien moins même qu'un corps humain complet avec son squelette, ses organes, son sang. Il est donc, selon la règle inflexible de Boltzmann, plus probable qu'un univers ordonné comme le nôtre, dans des proportions qui dépassent l'entendement. Dans un cosmos éternel gouverné par les fluctuations, pour chaque univers entier qui surgirait par hasard, il surgirait un nombre si vertigineux de cerveaux solitaires que le premier, à côté, ne compterait pour rien. Les cerveaux de Boltzmann écraseraient de leur nombre les observateurs comme toi, ceux qui vivent dans un vrai monde ordonné, au point de les rendre d'une rareté sans fond, quasi inexistante dans la grande comptabilité du cosmos. Et alors se lève la question terrible, celle que je t'avais promise au début de cette nuit. Si les observateurs typiques, les observateurs ordinaires, ceux qu'on a le plus de chances d'être, sont des cerveaux solitaires aux faux souvenirs, alors qu'est-ce qui te dit, à toi, que tu n'en es pas un? Qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas, en cet instant même, un cerveau surgi du vide il y a 3 secondes, en train de rêver cette chambre, ce lit, cette voix, et un passé tout entier qui n'a jamais existé? Il faut que tu saisisses à quel point ce plus probable est ici écrasant, car c'est là que réside toute la force du vertige. Il ne s'agit pas d'un cerveau un peu plus probable qu'un univers, comme on dirait qu'il est un peu plus probable de tirer une carte rouge qu'un roi précis. Il s'agit d'un écart si démesuré qu'aucun nombre ordinaire ne saurait l'exprimer. Un univers entier comme le nôtre demande d'ordonner d'un coup des milliards de galaxies, chacune faite de milliards d'étoiles, chacune faite d'atomes sans nombre, tous disposés en une configuration cohérente qui tient debout et raconte une même histoire. Un cerveau solitaire, lui, ne demande d'ordonner qu'une poignée de matière, le temps d'un instant. Et comme chaque parcelle d'ordre supplémentaire rend une fluctuation plus rare non pas un peu, mais dans des proportions qui font éclater l'imagination, l'univers entier est plus rare que le cerveau seul dans un rapport si vaste que, comparé à lui, le nombre des atomes de tout le cosmos paraît très minuscule. Voilà pourquoi le raisonnement mord si fort. Dans un monde de fluctuations, les cerveaux solitaires ne seraient pas seulement plus nombreux que les vrais observateurs, ils les noieraient sous une multitude sans commune mesure, au point de faire de toi, dans la grande comptabilité du monde, un accident presque impossible si tu étais réel. Reste avec moi, dans le calme, car je sais que ce vertige peut serrer un peu le cœur, et je ne t'ai pas amené ici pour t'y abandonner. Prends d'abord la mesure de ce qui rend ce raisonnement si redoutable. Il ne repose sur aucune superstition, aucune mystique, aucune invention gratuite. Il ne fait qu'enchaîner des pas que chacun, pris à part, semble raisonnable. Que le désordre soit plus probable que l'ordre, c'est la physique la mieux établie qui soit. Que dans un temps infini les rares fluctuations finissent par arriver, c'est une simple conséquence de l'infini. Que les petites fluctuations soient plus fréquentes que les grandes, c'est encore la règle de Boltzmann, vérifiée 1000 fois. Que la conscience puisse, en principe, résider dans un certain état de la matière, c'est une hypothèse que la science moderne prend au sérieux. Mais tous ces pas bout à bout, et tu arrives, sans avoir triché nulle part, à cette conclusion démente. Dans un certain type d'univers, tu es plus sans doute un cerveau solitaire qu'une personne réelle. Voilà pourquoi ce paradoxe n'est pas un simple jeu. Il montre qu'un raisonnement fait de pas tous raisonnables peut aboutir à une absurdité complète. Et quand cela arrive, en science comme en philosophie, ce n'est jamais un cul-de-sac. C'est un signal, une alarme, un doigt pointé vers l'un des pas qui, malgré les apparences, devait être faux. Car c'est ici, exactement ici, que le vertige se retourne et devient lumière, et c'est pour cela, surtout, que je voulais te le raconter cette nuit. Le cerveau de Boltzmann n'est pas une théorie qui prétendrait que tu es une illusion. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une affirmation sur ce que tu es. C'est tout le contraire. C'est un piège logique que les physiciens tendent, non pas à toi, mais à leur propre théorie. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On suit une idée jusqu'à ce qu'elle produise un monstre, et l'apparition du monstre devient la preuve que l'idée était malade. Le cerveau de Boltzmann est ce monstre. Quand une théorie du cosmos, aussi élégante soit-elle, aussi séduisante soit-elle sur le papier, prédit que la plupart des observateurs devraient être des cerveaux solitaires flottant dans le vide, les physiciens ne concluent pas, donc nous en sommes peut-être. Ils concluent donc cette théorie est mauvaise, et il faut la rejeter. Le cerveau de Boltzmann n'est pas une réponse. C'est une question posée aux théories, une épreuve,
un test de santé. Une théorie qui engendre trop de ces cerveaux est déclarée malade, écartée, remplacée. Voilà son vrai rôle, et il est magnifique de rigueur. Laisse-moi te faire ressentir cette bascule avec une image simple. Imagine un savant qui construit une belle équation pour décrire, disons, la population des poissons dans un lac. Il travaille en profondeur, son équation est élégante, elle rend compte de 1000 observations. Puis il la pousse un peu plus loin, pour l'année suivante, et elle lui répond, il y aura moins 300 poissons dans le lac. Moins 300. Un nombre négatif de poissons. Que fait le savant? Se met-il à chercher, inquiet, à quoi pourraient bien ressembler des poissons négatifs? Non, bien sûr. Il comprend que son équation, si belle soit-elle, a une faille, qu'elle cesse d'être valable dans ce domaine, et il la corrige ou la remplace. L'absurdité du résultat ne lui apprend rien sur les poissons. Elle lui apprend quelque chose sur son équation. Il en va exactement de même avec le cerveau de Boltzmann. Quand une théorie cosmologique prédit une majorité de cerveaux solitaires, elle ne nous apprend rien sur ce que nous sommes. Elle nous apprend qu'elle est fausse, qu'elle déraille, qu'il faut la reprendre. Le cerveau de Boltzmann, ce sont les poissons négatifs de la cosmologie. Et voici pourquoi cette sonde est plus qu'une curiosité d'école, pourquoi elle occupe pour de bon les nuits des cosmologistes d'aujourd'hui. On aurait pu croire que ce cerveau solitaire n'était qu'un jeu lié à la vieille idée de Boltzmann, à son océan éternel désormais dépassé. Mais il est revenu, sous une forme nouvelle, au cœur de notre compréhension présente de l'univers. Car nous avons découvert, il y a quelques décennies, que l'expansion du cosmos ne ralentit pas comme on le pensait, mais s'accélère, poussée par une mystérieuse énergie répandue dans le vide. Et si cette accélération se poursuit sans fin, comme il semble, alors notre univers a devant lui un très long avenir, un avenir presque infini où il se videra peu à peu, où les galaxies s'éloigneront les unes des autres jusqu'à disparaître, où il ne restera qu'un espace immense, froid, presque vide, étiré sans terme. Un espace de ce genre, les physiciens en connaissent la forme. Il associe au nom d'un savant hollandais, de Sitter, qui en décrivit la géométrie. Et voici le trouble. Un tel espace, presque vide et éternel, n'est pas tout à fait mort. Il garde une trace infime d'agitation, un frémissement, une sorte de très faible chaleur résiduelle. Sur une durée finie, cela ne produit rien. Mais sur une éternité, ce frémissement suffirait, encore et toujours, à faire surgir des fluctuations, et parmi elles, tôt ou tard, des cerveaux solitaires. Vois-tu le retour du vertige, sous un visage neuf? Si notre univers finit ainsi, en un désert éternel parcouru d'un léger frémissement, alors au fil d'un avenir sans fin, il naîtrait dans ce désert un nombre sans limite de cerveaux de Boltzmann, tandis que les observateurs ordinaires comme nous, apparus dans la brève jeunesse du cosmos, resteraient à jamais en nombre fini. Et l'infini l'emporte toujours sur le fini. Comptés sur toute la durée de l'univers, passé et avenir réunis, les cerveaux solitaires écraseraient de nouveau les vrais observateurs. C'est pourquoi certains physiciens prennent la chose très au sérieux, non comme une menace sur ce que nous sommes, mais comme un défaut possible de nos théories du futur. Une bonne théorie du cosmos, disent-ils, doit s'arranger pour que les cerveaux de Boltzmann ne dominent jamais, ni dans le passé ni dans l'avenir. Peut-être l'univers cessera-t-il un jour d'accélérer, peut-être ce vide accéléré est-il moins stable qu'il n'y paraît, peut-être une loi encore ignorée interdit-elle à ces cerveaux de se former. On ne le sait pas encore. Mais on cherche, et le cerveau de Boltzmann est devenu, dans cette recherche, une boussole qui indique les théories malades. Il faut d'ailleurs que je te confie une difficulté cachée qui rend tout cela plus vertigineux encore, mais aussi plus honnête. Pour dire la plupart des observateurs seraient des cerveaux solitaires, il faut savoir compter les observateurs, les rangers, les comparer. Or dans un univers peut-être infini, où les observateurs de toutes sortes seraient en nombre sans fin, comment comparer une infinité de vrais êtres à une infinité de cerveaux solitaires? Comment dire laquelle de deux multitudes infinies est la plus nombreuse? C'est une question redoutable, que les cosmologistes appellent le problème de la mesure, et elle n'est pas résolue. Compter des observateurs dans un cosmos infini, c'est un peu comme vouloir dire s'il y a plus de nombres pairs que de nombres entiers. La réponse dépend de la façon dont on s'y prend pour compter, et rien ne dit quelle façon est la bonne. Aussi le paradoxe du cerveau de Boltzmann n'est-il pas seulement une menace,
C'est aussi un aiguillon qui force les physiciens à réfléchir en profondeur à ce que veut dire être un observateur typique, et à se demander si cette idée même de typicité a bien le sens qu'on lui prête. Il se pourrait que l'une des issues au paradoxe se cache là, dans une manière plus juste de compter, ou dans l'aveu qu'on ne peut pas compter du tout. Car tout le raisonnement, remarque-le, repose sur une hypothèse discrète que nous n'avons pas encore nommée, celle que tu serais un observateur ordinaire, banal, tiré au hasard dans le grand sac de tous les observateurs possibles. C'est ce qu'on appelle parfois le principe de banalité, l'idée que tu n'as aucune raison de te croire spécial, privilégié, tiré à part. C'est une hypothèse raisonnable, souvent féconde en science. Elle nous a appris que la Terre n'est pas au centre du monde, que notre Soleil est une étoile ordinaire, que notre galaxie n'a rien d'unique. Mais poussée jusqu'au cerveau de Boltzmann, elle grince, elle vacille. Peut-être n'est-il pas légitime de se penser comme un point tiré au hasard parmi tous les esprits possibles. Peut-être y a-t-il quelque chose, dans le fait d'être une conscience installée dans un vrai corps, dans un vrai monde, qui n'a rien de commun avec un cerveau surgi du vide, et qu'aucun tirage au sort ne saurait mettre sur le même plan. Là encore, tu vois que le paradoxe, loin de nous enfermer, nous force à examiner nos hypothèses les plus cachées, à retourner les pierres sous lesquelles se tenaient nos certitudes. Mais tu me diras, avec raison, c'est bien joli de rejeter les théories qui produisent trop de ces cerveaux, mais comment savons-nous, nous, ici, cette nuit, que nous ne sommes pas nous-mêmes de tels cerveaux? Rejeter une théorie ne suffit pas à me rassurer sur ce que je suis. Et tu as raison de le demander, car il existe à cela une réponse, et elle est d'une profondeur que je trouve, pour ma part, apaisante. Elle tient dans une idée que les physiciens appellent l'instabilité cognitive, et je vais te la déplier avec douceur. Suppose, un instant, que tu décides de croire pour de bon que tu as un cerveau de Boltzmann, une conscience surgit il y a 3 secondes avec de faux souvenirs. Que deviennent, dans ce cas, tes souvenirs? Faux, tous faux, par hypothèse. Que devient la connaissance de la physique, de Boltzmann, de l'entropie, de tout ce qui t'a conduit à cette conclusion? Fausse, elle aussi, car elle repose sur cette mémoire que tu viens de déclarer illusoire. Que deviennent même les lois de la logique, les règles du raisonnement dont tu t'es servi pour arriver là? Tu n'as plus aucune raison de leur faire confiance, puisque ton cerveau, apparu au hasard, aurait tout aussi bien pu naître avec des règles de raisonnement fausses gravées en lui. Regarde ce qui vient de se passer, c'est très beau. En te croyant cerveau de Boltzmann, tu as scié la branche sur laquelle tu étais assis. Tu t'es servi de la physique et de la logique pour conclure que ni la physique ni la logique n'étaient dignes de confiance. La conclusion détruit les prémices qui l'ont produite. C'est une pensée qui s'effondre sur elle-même, qui se dévore, qui ne peut pas tenir debout, comme une phrase qui affirmerait sa propre fausseté. On ne peut pas croire de façon cohérente qu'on est un cerveau de Boltzmann, car cette croyance ruine les moyens mêmes qui permettraient de la soutenir. Voilà ce qu'on appelle l'instabilité cognitive. Une croyance qui se sabote elle-même, qui retire le sol sous ses propres pieds. Et c'est pourquoi le seul choix raisonnable, le seul qui ne se contredise pas, c'est de tenir pour vrai que tu es un observateur ordinaire, que tes souvenirs correspondent à un passé réel, que le monde autour de toi existe. Non par naïveté, non en fermant les yeux sur le vertige, mais parce que c'est la seule position qui se tienne debout, la seule qui ne se détruit pas en se formulant. La réalité de cette nuit n'est pas seulement plus douce à croire, elle est la seule que tu puisses croire sans te contredire. Laisse-moi t'éclairer cette idée par une comparaison, car elle est subtile et mérite qu'on s'y attarde en douceur. Imagine quelqu'un qui te dirait, l'air grave: « Je viens de prendre une potion qui rend fou et fait délirer, et à présent je suis sûr d'avoir raison sur tout. » Que pensera esto? Tu comprendrais aussitôt que sa déclaration se mord la queue, qu'elle se retire toute crédibilité à elle-même. Car s'il vient de boire une potion qui le fait délirer, alors sa certitude d'avoir raison est justement l'un de ses délires, et il n'y a aucune raison de la suivre. Sa conviction, en se fondant sur sa propre folie, s'annule elle-même. Il en va exactement ainsi de celui qui se croirait un cerveau de Boltzmann. Il fonde sa conviction sur des souvenirs et des raisonnements qu'il déclare, du même souffle illusoire. Il boit la potion et prétend, dans la foulée, que ce qu'elle lui fait voir est vrai. On ne peut pas tenir debout dans une telle position. Et c'est pourquoi la raison, la simple droiture de la pensée, te commande de tenir ton monde pour réel, non par entêtement,
mais parce que c'est le seul terrain sur lequel la pensée elle-même peut se tenir sans s'effondrer. Et il y a plus encore une seconde raison, aussi solide que la première, de te sentir bien réel cette nuit. Souviens-toi, le cerveau de Boltzmann surgit dans un monde très particulier, un univers éternel, déjà à l'équilibre, déjà mort, où l'ordre n'apparaît que par fluctuation. Mais est-ce là notre univers? Rien ne l'indique. Tout, au contraire, désigne un autre récit, bien plus rassurant. Notre univers n'a pas l'air d'être un vieil océan mort où surgiraient des bulles d'ordre. Il a l'air d'être jeune, d'avoir commencé, il y a près de 14 milliards d'années, dans un état d'ordre extrême, d'une entropie d'une bassesse extrême, et de descendre depuis lors en douceur, la longue pente du désordre. Notre ordre à nous ne vient pas d'une fluctuation improbable surgie du chaos. Il vient d'un commencement vraiment ordonné, d'un vrai passé de basse entropie dont nous héritons. Les physiciens appellent parfois cela l'hypothèse du passé, l'idée que l'univers a bel et bien débuté dans un état rare et ordonné, et que c'est de là, et non d'un accident statistique, que découle toute la flèche du temps, tous nos souvenirs, toute notre histoire. Et cette différence change tout, absolument tout, pour la question qui t'occupe. Dans un univers né d'un vrai passé ordonné, un passé qui a vraiment existé et dont chaque instant a vraiment précédé le suivant, tes souvenirs ne sont pas des fictions surgies au hasard, ce sont les traces authentiques d'événements qui ont eu lieu. Ta mémoire d'hier est fiable parce qu'il y a eu un hier, un vrai, qui a laissé sa marque en toi par une longue chaîne de causes et d'effets remontant jusqu'au commencement du monde. Dans un tel univers, l'observateur typique n'est pas un cerveau solitaire aux souvenirs faux. C'est un être comme toi, né d'un corps, grandi dans un monde, dont la mémoire raconte un passé qui fut réel. Les cerveaux de Boltzmann n'y sont pas la règle, mais l'exception la plus improbable, si tant est qu'ils s'y produisent jamais. Voilà pourquoi les cosmologistes tiennent tant à ce que leurs théories décrivent un univers de ce genre, un univers avec un vrai commencement ordonné et non un éternel équilibre parsemé de fluctuations. C'est la seule sorte d'univers où nous puissions être ce que nous croyons être, et c'est, par bonheur, celle vers laquelle pointent toutes nos observations. Il me faut pourtant, par honnêteté, te confier ici une part d'ombre qui demeure, car je ne veux jamais te bercer d'une fausse simplicité. Ce commencement ordonné, cette entropie d'une bassesse extrême au début du monde, nous la constatons, mais nous ne l'expliquons pas tout à fait. Pourquoi l'univers a-t-il débuté dans un état si rare, si particulier, alors que le désordre aurait été bien plus probable? Voilà une question qui reste ouverte, l'une des plus profondes de toute la cosmologie, et les plus grands esprits y travaillent encore sans réponse assurée. Nous prenons ce commencement ordonné comme un fait, un point de départ, sans savoir encore d'où lui vient sa rareté. Certains cherchent l'explication du côté des tout premiers instants, d'une phase d'expansion vertigineuse qui aurait lissé et préparé le cosmos, d'autres imaginent des scénarios plus vastes encore. Mais aucune réponse ne fait l'unanimité. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que reconnaître un mystère n'est pas la même chose que sombrer dans le doute. Nous ignorons pourquoi le commencement fut si ordonné. Nous savons pourtant, avec une grande solidité, qu'il le fut, et que de lui découle la réalité de ton passé. On peut tenir avec fermeté une chose vraie tout en avouant qu'on n'en connaît pas encore toute la raison. C'est même là, souvent, l'exacte position de la science, sur de beaux coups, humble devant le reste. Prends un instant, dans le silence de cette nuit, pour goûter le renversement qui vient de s'opérer. Nous étions partis d'une question qui semblait devoir dissoudre le monde, arracher le sol sous tes souvenirs, faire de toi une bulle de conscience égarée dans le néant. Et voici que la même rigueur qui avait ouvert le gouffre est venue le refermer. Le cerveau de Boltzmann n'affirme pas que tu es une illusion. Il sert à écarter les théories qui rendraient cette illusion probable. L'instabilité cognitive te montre que tu ne peux pas, sans te contredire, te croire une telle illusion. Et l'hypothèse du passé, ce vrai commencement ordonné dont nous descendons, fait de tes souvenirs les témoins fidèles d'un monde qui fut. 3 remparts, 3 raisons, chacune solide, se dressent entre toi et le vertige. Tu peux les regarder l'un après l'autre, cette nuit, comme on regarde 3 lampes allumées dans une maison, et sentir qu'elles tiennent, qu'elles ne vacillent pas, et que la nuit au dehors, si vaste soit-elle, ne va pas entrer. Et il y a, dans cette réalité retrouvée, une douceur que le cerveau de Boltzmann, par contraste, fait mieux ressentir. Car ce cerveau, souviens-toi, serait seul. Seul dans le vide, sans autre esprit près de lui,
sans personne à qui sa conscience répondrait. Son monde serait un rêve privé, une chambre close sans porte ni fenêtre, où nul autre que lui n'existerait. Mais toi, tu n'es pas seul, et c'est peut-être là ta plus belle certitude. Autour de toi, cette nuit, d'autres consciences veillent ou dorment, d'autres esprits partagent le même monde que le tien, le même passé, les mêmes étoiles au-dessus des toits. Ceux que tu aimes existent pour de bon, avec leur propre intérieur, leurs propres souvenirs qui recoupent les tiens, qui les confirment, qui les tissent ensemble. Un cerveau solitaire ne pourrait pas être aimé, ni aimé, car il n'y aurait personne d'autre que lui. La réalité, la vraie, c'est justement ce que l'on partage, ce qui est commun à plusieurs, ce qui existe encore quand on ferme les yeux parce que d'autres, eux, les gardent ouverts. Tu appartiens à un monde partagé, et cette appartenance, à elle seule, te tient loin du vide où flotterait le cerveau solitaire. Il reste pourtant, dans cette histoire, quelque chose qui continue de me remuer, et que je veux partager avec toi, car ce n'est pas de la peur mais de l'émerveillement. C'est l'idée qu'une question aussi vertigineuse, aussi proche du cauchemar, ait pu devenir, entre les mains des physiciens, un instrument de précision. Songe à ce prodige. Et des savants, cherchant à départager deux théories du cosmos, deux façons de décrire la naissance et le destin de l'univers, se demandent, très avec calme, laquelle de ces théories produit le moins de cerveaux solitaires flottant dans le vide? Et ils rejettent celle qui en produit trop. Le fantasme le plus fou, la crainte la plus intime, celle de n'être qu'un rêve sans monde, s'est transformée en une règle de bonne conduite pour les équations. C'est comme si l'humanité avait pris sa plus vieille angoisse, celle du philosophe qui doute que le monde existe, et l'avait forgée avec patience en une clé pour ouvrir ou fermer les portes des théories. Il y a là, je trouve, une grandeur tranquille, presque une consolation. Nos vertiges les plus noirs, quand on les regarde en face et qu'on les suit sans faiblir, ne nous engloutissent pas. Ils nous servent, ils nous éclairent, ils deviennent des outils entre nos mains. Reviens un instant à Boltzmann lui-même, à cet homme tourmenté qui posa la première pierre de tout cela sans savoir où elle mènerait. Il cherchait seulement à comprendre pourquoi le temps a un sens, pourquoi les tasses se brisent et ne se recollent pas, pourquoi l'encre se disperse. Il trouva l'entropie, cette idée si simple et si profonde que le désordre l'emporte par le seul poids du nombre. Il en tira la flèche du temps, et pour expliquer l'ordre du commencement, il risqua cette hypothèse des fluctuations qui, un siècle après lui, allait engendrer le cerveau qui porte son nom. Il ne le sut jamais. Il mourut avant que la cosmologie n'existe vraiment, avant qu'on ne sache que l'univers a un âge, un commencement, une histoire. Il ne connut ni le grand début brûlant, ni l'expansion du cosmos, ni rien de ce qui, aujourd'hui, nous permet de préférer un vrai passé ordonné à son océan de fluctuations. Et pourtant, sans le vouloir, il nous a légué les deux, l'énigme et en germe, sa solution. C'est souvent ainsi que va la science, par ces longs détours où une idée semée par un homme ne donne ses fruits, doux ou amers, que bien après qu'il a fermé les yeux. Et je voudrais, avant de te laisser glisser vers le repos, que tu emportes cette leçon plus vaste que le paradoxe lui-même, cette leçon que le cerveau de Boltzmann nous offre sans le vouloir. Il nous enseigne l'humilité, mais une humilité qui ne rabaisse pas. Il nous rappelle que nos certitudes les plus intimes, celles d'avoir un passé, celles que le monde existe, ne sont pas des évidences gratuites. Elles reposent sur des fondations profondes, sur la structure même du cosmos, sur ce commencement ordonné dont nous descendons. Nous croyons ces certitudes allant de soi, données pour rien. Le paradoxe nous montre qu'elles sont, au contraire, un cadeau du monde, quelque chose que l'univers, par sa forme particulière, nous accorde. Et ce qui pourrait être matière à angoisse devient, quand on le comprend, matière à gratitude. Tu as un passé parce que l'univers a commencé dans l'ordre. Tu peux te fier à ta mémoire parce que le temps, dans ce monde-ci, coule dans un sens réel. Tu n'es pas seul parce que d'autres partagent avec toi cette même descente le long de la flèche du temps. Rien de tout cela n'était obligé, tout cela t'est donné. Et il y a, dans cette pensée, de quoi t'endormir non pas inquiet, mais reconnaissant. Laisse maintenant cette pensée redescendre en toi, se poser en douceur, comme la poussière retombe après le passage d'un grand vent. Tu n'es pas un cerveau surgi du vide il y a 3 secondes. Tu existes comme un être né d'un long passé véritable, une vague portée par la longue houle du temps qui descend depuis le commencement du monde. Chacun de tes souvenirs est une trace réelle,
un sillon creusé par un instant qui a vraiment eu lieu, dans un monde qui existe pour de bon autour de toi, cette nuit, avec ses murs, son silence, sa nuit qui t'enveloppe. La chambre où tu reposes n'est pas un rêve solitaire suspendu dans le néant. Elle tient au reste du monde par mille liens, l'air qui circule sous la porte, la rumeur lointaine, la chaleur qui vient et qui part, toute une trame de causes qui te relie à l'univers entier et à toute son histoire. Tu n'es pas seul, tu n'es pas suspendu, tu n'es pas fabriqué à l'instant. Tu appartiens à une immense continuité, et cette continuité te porte. Et il y a, dans cette appartenance, quelque chose de plus doux encore que la seule certitude d'exister. Songe à ce que signifie avoir un vrai passé. Cela veut dire que rien de ce que tu as vécu n'est perdu tout à fait, que chaque instant qui fut a laissé sa marque dans la trame du monde, que la chaîne des causes qui t'a conduit jusqu'à ce lit, cette nuit, remonte sans rupture jusqu'aux premières lueurs de l'univers. Tu formes, pour l'instant, le dernier maillon d'une longue histoire qui a vraiment eu lieu, étoile après étoile, génération après génération, jusqu'à toi. Le cerveau de Boltzmann, lui, n'aurait rien de tout cela. Il serait seul, sans racines, sans lendemain, une étincelle sans feu. Toi, tu as des racines qui plongent jusqu'au fond du temps, et c'est cela, justement, qui fait de tes souvenirs des souvenirs, et non des songes. Ce que le paradoxe menaçait de t'ôter, le raisonnement, poussé jusqu'au bout, te le rend au centuple. Non seulement tu existes, mais tu existes au terme d'une histoire réelle, immense, ininterrompue, dont tu es l'héritier vivant. Repense, avant que le sommeil ne te gagne, au chemin que nous avons parcouru cette nuit. Nous sommes partis d'une question qui semblait vouloir te dissoudre, la question de savoir si tu n'étais pas né il y a 3 secondes, avec un faux passé. Nous avons vu qu'elle n'était pas une simple lubie, qu'elle prenait racine dans la physique la plus sérieuse, dans l'entropie de Boltzmann, dans sa flèche du temps, dans son hypothèse des fluctuations. Nous avons suivi cette hypothèse jusqu'à sa conclusion monstrueuse, ce cerveau solitaire plus probable qu'un univers entier. Puis nous avons vu le monstre se retourner, cesser d'être une menace pour devenir un outil, une épreuve pour les théories du cosmos. Nous avons trouvé, contre le vertige, 3 remparts. L'absurdité qui condamne les théories, l'instabilité de la croyance qui se détruit elle-même, et le vrai passé ordonné dont nous descendons. Et nous voici revenus, par ce grand détour, à la simple et solide certitude d'exister dans un monde réel, avec une mémoire fidèle, cette nuit, dans ton lit. Quel voyage, quand on y pense, accompli sans quitter ton oreiller, par la seule descente de la pensée le long d'un raisonnement. Il y a d'ailleurs, dans cette manière qu'a la science de nous effrayer pour mieux nous rassurer, une leçon que je trouve précieuse, et que je voudrais déposer en toi comme une pierre douce au fond d'une calme. La science ne recule pas devant les questions vertigineuses. Elle ne détourne pas les yeux quand un raisonnement la mène au bord du gouffre. Elle y va, elle regarde, elle suit la logique jusqu'où elle conduit, même quand cela fait peur, même quand cela semble menacer notre place dans le monde. Mais cette même rigueur qui ouvre les gouffres est aussi celle qui les referme. Ce n'est pas en fuyant le cerveau de Boltzmann qu'on s'en délivre, c'est en le regardant en face, en le comprenant, en découvrant à quoi il sert vraiment. La peur naît de l'à peu près, du raisonnement laissé à mi-chemin, la paix vient quand on le mène jusqu'au bout. Et n'est-ce pas là, aussi, une manière d'aborder tes propres inquiétudes, celles qui parfois te tiennent éveillé? Non les fuir, mais les suivre en douceur jusqu'à leur terme, car bien souvent, au bout du raisonnement, le monstre se change en gardien. Et maintenant, laisse-moi te ramener sans hâte de ces confins de la pensée vers la tiédeur simple de ta chambre, vers le poids familier de ton corps sur le matelas, vers cette nuit qui t'entoure et qui, elle, est bien réelle. Car voici la chose que je veux déposer en toi avant que tu ne t'endormes. Tout ce que nous venons de dire, ce vertige, ce paradoxe, cette flèche du temps, se joue en cet instant même, en toi, dans le vrai monde où tu reposes. Ton corps qui repose descend, à cette seconde, la longue pente de l'entropie, comme tout ce qui existe, et c'est cette descente même qui fait battre ton cœur, circuler ton sang, respirer ta poitrine. La flèche du temps que Boltzmann a devinée, tu la portes en toi, elle est le courant qui te traverse et qui, cette nuit, va te porter en douceur du soir vers le matin. Tu n'es pas en marge du grand récit du cosmos. Tu en es un chapitre vivant, une page qui s'écrit à l'instant, dans la continuité de toutes celles qui l'ont précédée. Arrête-toi sur cette pensée, et laisse-la se répandre en toi comme une chaleur tranquille.
Chaque souvenir que tu portes est un fil qui te relie à un instant réel du passé. Chaque battement de ton cœur est un pas de plus le long de la flèche du temps, un pas vers le repos qui vient. Tu n'es pas une conscience égarée dans le vide, sans avant ni après. Tu es tenu de toutes parts, par ton passé qui te fonde et par ton avenir qui t'attend, par le monde qui t'entoure et par la longue histoire qui t'a fait. Il n'y a, dans tout cela, rien qui doive t'inquiéter, et tout, au contraire, pour t'apaiser. Le monde est réel, cette nuit. Ta mémoire est fidèle. Ceux que tu aimes ont bien existé, existent encore, et les instants que tu as vécus avec eux ont laissé en toi des traces vraies, que nulle fluctuation ne saurait imiter. Tu peux te reposer sur cette certitude comme sur un lit ferme et doux. Et il y a, dans le sommeil qui vient te prendre, quelque chose qui prolonge en douceur tout ce que nous avons dit du temps et du désordre. Songe à ce qui se passe quand tu t'endors. La tension du jour, cette forme d'ordre crispé que ton corps a maintenu depuis le matin, se relâche et se dénoue, et tu te laisses descendre vers un état plus lâche, plus diffus, plus mêlé, où les pensées se délient, où les contours s'estompent, où tu cesses de tout tenir. C'est, à ta petite échelle, une descente le long de la flèche du temps, un abandon en douceur à cette pente que Boltzmann a devinée, la pente qui mène du serré vers le détendu, du tendu vers le reposé. S'endormir, c'est se laisser aller dans le sens même du temps, cesser de résister au courant, se confier à la descente. Il n'y a là rien à craindre, rien à retenir. C'est le mouvement le plus naturel du monde, celui que suit l'univers entier, et que ton corps, cette nuit, n'a plus qu'à épouser. Chaque muscle qui se dénoue, chaque pensée qui s'efface, est un pas de plus dans ce sens paisible où tout, du plus petit atome à la plus grande galaxie, se dirige avec toi. Il y a une dernière image que je veux te laisser, toute simple, pour que tu l'emportes dans le sommeil. Pense à une rivière. Elle coule depuis sa source, très loin en amont, dans les montagnes que tu ne vois pas, et elle descend, sans jamais remonter, vers la mer où elle se perdra. L'eau qui passe devant toi, en cet instant, vient de tout ce parcours, de toute cette longue descente. Elle porte en elle la mémoire de la source, des plus anciennes, des pentes franchies. Elle n'est pas apparue là, devant toi, par magie, elle arrive de tout un passé qui l'a portée jusqu'ici. Tu ressembles à cette eau. Tu descends, cette nuit, le long de la flèche du temps, porté par tout ce qui fut avant toi, riche de toute une histoire réelle qui t'a conduite jusqu'à ce lit, jusqu'à cet instant. Et de même que la rivière n'a pas besoin de connaître sa source pour couler vers la mer, tu n'as pas besoin de tout comprendre du cosmos pour te confier au courant qui te porte. Laisse-toi descendre, en douceur, avec l'eau et le temps, vers la mer tranquille du sommeil. Alors laisse ton esprit se reposer maintenant. Tu n'as plus rien à démontrer, rien à résoudre, rien à saisir. Le cerveau de Boltzmann peut s'éloigner en douceur, comme une vague qui se retire, en ne laissant derrière elle que le sable lisse d'une certitude apaisée. Tu existes, tu as un passé, le monde est là. Laisse s'effacer les fluctuations, l'océan mort, le vertige des faux souvenirs, et ne garde que cette paix simple, celle d'être un être réel dans un monde réel, une conscience née d'une longue histoire vraie, posée cette nuit dans la tiédeur d'un lit qui existe pour de bon. Il te reste un dernier voyage à accomplir, le plus doux de tous, celui qui descend non plus vers les gouffres de la pensée mais vers les profondeurs paisibles de ton propre sommeil. Laisse-toi y glisser, marche après marche, sans rien retenir, tandis que le temps, fidèle, continue de couler en toi, du soir vers le matin. Bonne nuit.